Bonjour Eleonore. Bonjour, 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 bonjour. Bonjour, bonjour à tout le monde qui est connecté. J'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui c'est dimanche, non? C'est dimanche. Bonjour, bonjour Eleonore. Bonjour. Bonjour Francis de Camer. Blaise Moussa, bonjour. Bonjour à tous mes amis, à tous les Camerounais. Bonjour, bonjour. Oui, champion, bonjour. Retour au pays natal. Mon ennemi, bonjour. Celui qui s'appelle mon ennemi, qui se prend pour mon ennemi, je l'ai rencontré déjà dans les marches et tout. Et chaque fois, il me dit toujours, je suis ton ennemi. Oui, oui, je suis dans la bougna parce qu'à la maison, les gens sont encore en train de dormir. C'est la grasse matinée. C'est la grasse matinée, c'est dimanche. D'habitude, je fais à la maison, mais ma femme s'est plainte d'habitude que ça la dérange, quoi. Donc, parfois, je suis obligé de sortir. Je serai obligé de sortir. Et en passant, vous savez, elle est grosse. Donc, elle attend le bébé et tout. Et les femmes grosses ont toujours cette façon de voir les choses. Elles sont très compliquées et tout. Donc, pour ne pas déranger en général, ces derniers temps-ci, je vais souvent très sortir. Et en plus, il fait beau dehors. Bon, à la maison aussi, il faut utiliser l'électricité, il faut utiliser le courant, il faut allumer les lumières pour qu'on puisse bien me voir clairement et tout. Donc, ici, j'économise. Yvette Djenga dit qu'elle a raison. Ouais, elle a raison, elle a raison. De toute façon, c'est pour ça que je suis dehors. Hein. Donc, il faut que j'économise l'électricité. Les jours commencent à être beaux, le soleil commence à revenir. Donc, c'est mieux de le faire dehors. Boca Junior dit c'est le deuxième. Non, non, c'est pas le deuxième, ce sera mon troisième enfant. Mais ce sera notre premier, ma femme et moi, puisque j'ai des enfants dans dans une relation antérieure, deux enfants. Donc, ça sera le troisième, mon troisième enfant, mais son premier à elle aussi. S'il fallait voir les choses comme ça. Donc, c'est ça. Donc, bonjour. Bonjour ce matin. Euh, J'espère que vous allez très bien. Comme prévu, j'ai annoncé le live ce matin à 10 heures. Et j'ai vu que d'autres Camerounais étaient en train de faire des lives. Bon, je me suis dit, est-ce qu'il faut les faire? Est-ce qu'il faut renvoyer? Qu'est-ce qui est... Et puis bon, je n'aurai pas le temps dans l'après-midi. Donc, je ne pourrai pas. Mon grand, prends le temps pour elle, s'il te plaît. Yvette Djenga. C'est... En fait, j'ai souvent l'impression que les gens ne comprennent pas. C'est quoi prendre le temps pour quelqu'un? Euh, Ma femme dort. Ma femme se repose. Elle ne manque pas de quoi manger. Elle ne manque pas de quoi boire. La maison est mise en ordre. Pas par elle, par celui qui a les forces, donc par moi. Donc,
je prends le temps pour les gens que j'aime. C'est normal. Je sais pas pourquoi les gens ont tendance à le dire. C'est comme si nous avons un mal. C'est comme si nous sommes traumatisés par des gens qui ne prennent pas soin des autres. Euh, c'est comme si... Non, j'ai vu, Boca, j'ai vu... il y a la Tunes qui est en live, elle était dans le, je pense qu'elle est en train de faire des cotisations pour, je sais pas quoi, pour un site, pour aider, je sais pas, dans un des programmes d'aide pour les prisonniers et tout. Donc, ma femme, je prends soin d'elle, mes enfants, je prends soin d'elle. Mais ce sont pas les seules personnes qui, moi, qui me, qui sont importantes pour moi. Non, ma femme n'est pas la seule personne qui est importante. Mes enfants ne sont pas les seules personnes importantes. Bavarder avec vous, échanger avec vous, c'est aussi prendre soin de vous. Parce que je sais que si je suis en bonne relation, si je prends soin du peuple camerounais, le peuple camerounais, au cas où des choses pires m'arrivent dans la vie, le peuple camerounais seront les parents de mes enfants, seront les maris de ma femme. C'est comme ça. Donc, tout ça fait partie du prendre soin. Prendre soin, ce n'est pas simplement s'occuper de sa femme et de ses enfants, son petit monde. C'est aussi être capable d'organiser les choses de telle sorte qu'on s'occupe aussi des autres, qu'on prenne soin des autres, parce que la vie est très complexe. Moi, à mon avis, la vie est très complexe. Bonjour Marianne, bonjour. La vie est très complexe et il est très difficile de simplement se réduire à son petit foyer. Ce n'est même pas conseillé. Salut Berlise. C'est pas conseillé. C'est pas conseillé. Voilà pourquoi je dis même souvent, moi, quand je cause avec des amis, parfois ma femme, sur des sujets, et puis je dis, la majeure partie des gens se disent toujours, oh, ok, mon enfant c'est celui qui sort de mon ventre. Et puis vous allez voir les problèmes souvent dans les relations, les hommes, les femmes, qui détestent ou bien qui maltraitent les enfants des autres femmes, ou les hommes qui maltraitent les enfants d'autres hommes, nouveau dans la relation. Il y a tous ces problèmes-là. Moi, mon enfant ne peut pas être mieux éduqué, mieux entretenu par l'enfant d'autrui. C'est une perception de la pauvreté, c'est une perception, c'est l'ignorance qui pousse les gens à le faire. Alors, les partenaires ou les ex-partenaires passent le temps à se battre, à se déchirer autour des enfants, en ce qui concerne les enfants, à se battre avec les nouveaux partenaires. Et c'est souvent stupide. Pourquoi? Parce que moi, je me dis toujours, lorsqu'on a des enfants ou bien lorsqu'on a une famille ou des gens qu'on aime, on ne pense pas simplement à nous, le fait qu'on les aime. On devrait aussi être capable de penser au pire moment de la vie. Par exemple, vous mourrez. Lorsque vous mourrez, lorsque vous êtes vivant, vous vous dites, vos enfants sont vos enfants, vous allez les protéger, vous allez faire ceci, vous les défendez. Vous trouvez même que le monde entier est mauvais et que le monde entier est pire que vous. Personne d'autre ne peut aimer vos enfants mieux que vous, parce que vous êtes leur mère, leur père et consort. Et vous vous retrouvez dans une situation où vous mourrez. Lorsque vous mourrez, qui prend soin de vos enfants? Est-ce que vous pouvez contrôler encore si c'est l'ex-femme, si c'est la nouvelle femme ou si c'est le nouveau mari qui va prendre soin de ses enfants? Jusqu'où va le contrôle? Votre contrôle sur l'éducation de vos enfants, de vos familles, n'est que limité à votre existence. Lorsque vous n'existez plus, et puisque vous n'avez pas le pouvoir total sur votre existence, ça veut dire d'un moment là où vous devez mourir. L'accident de circulation, une maladie qui vous emporte, en général, n'est pas souvent, pour beaucoup de personnes, à leur contrôle. Bonjour Augustine. Ce qui fait en sorte que c'est stupide de combattre la nouvelle femme qui prend soin de ses enfants. C'est stupide de combattre le nouvel homme qui entre dans la relation de votre ex-femme. Pourquoi? Parce que vous ne savez pas ce qui peut vous arriver. Vous ne savez pas ce qui peut.
Vous ne savez pas ce qui peut vous arriver. Et lorsque cela vous arrive, vos enfants restent entre les mains de qui? Quelqu'un qui est soucieux, déjà, c'est ce qu'on appelle proactif. Ça veut dire que, on dit que le gouvernement Biya n'est pas proactif. Ça veut dire qu'il n'anticipe pas. C'est ça, anticiper, mentalement. Donc, ok, Yvette. Donc, c'est ça, nous ne pouvons pas, nous ne savons pas anticiper. Moi, j'anticipe. Moi, en général, chaque fois que je me mets devant une situation, je guette la pire des situations possibles. Et c'est à partir de la pire des situations possibles que moi, je décide de comment je vais me comporter. Donc, je me dis, je peux avoir des problèmes avec mon ex-femme. Je peux avoir des problèmes avec le mari de ma femme ou de mon ex-femme. Je ne veux pas qu'il garde mes enfants. Je ne veux pas. Oui, ça, ce sont mes vouloirs. Mais comment est-ce que mes enfants vont vivre au cas où je ne suis plus? Si j'ai créé l'inimitié autour de moi, j'ai fermé toutes les portes, j'ai haï tout le monde, j'ai détesté, j'ai pensé que ce n'est que moi qui peux mieux éduquer mes enfants, en général, il est fort possible que je souffre lorsque je suis sur le lit de la mort, que je sois en train de beaucoup souffrir, de mourir dans l'agonie. Premièrement, pourquoi? Parce que j'ai l'impression d'avoir laissé mes enfants à des démons et que c'est moi qui étais le seul, la seule bonne personne. Et au cas où je meurs subitement, j'aurais créé tellement d'inimitié pendant ma vie autour de moi que mes enfants vont souffrir. Parce que les personnes là sont des êtres humains comme moi aussi qui peuvent prendre des décisions en disant je vais rendre la pièce à cette personne, je vais la détruire, je m'en fous, je vais négliger ses enfants, je m'en fous et qu'on sort. Donc le plus important en général c'est de considérer l'éducation des enfants ou bien la famille comme un tout. Ne pas seulement être intéressé par vos gens. C'est-à-dire que ne pas seulement être intéressé par ta petite famille, ton mari, tes enfants, ta femme, un peu ton père, ta mère, la femme de ton père, ta mère, le reste, tu dis, tu t'en fous, tu peux leur faire n'importe quoi, tu peux leur casser la gueule, tu peux les maltraiter, parce qu'on ne sait jamais. On ne sait jamais. Salut Jean-Marie, on ne sait jamais comment les choses marchent. Donc, on est obligé d'être bien avec les gens. On est obligé de toute façon d'être bien avec les gens. On est obligé. Vous ne pouvez pas choisir. En fait, la vie ne nous donne pas le choix d'être mal avec les gens. C'est juste que nous sommes stupides en général. On se met dans des guerres inutiles. On court pour des choses inutiles. On méprise les autres, on les maltraite, on leur retire tout, on leur prive de tout. En se disant, peut-être quand on leur prive de tout, on se conserve. Non, mais en réalité, la vie ne nous donne pas la chance d'autre choix que d'être bien avec les gens. Parce que notre vie dépend de beaucoup d'autres choses que nous-mêmes. De beaucoup d'autres personnes que nous-mêmes. La vie de nos enfants dépend de beaucoup d'autres choses et de nous que nous-mêmes. Eh oui, c'est heureusement ça. Bon, ce matin, c'était pour apporter à Yvette Ndiaga une clarification sur les choses. Donc, ne vous inquiétez pas, tout va bien, tout va bien. Même si je suis avec vous chaque jour, j'ai déjà assuré ce qui est bien d'abord pour la famille, pour la maison. Après, je me tourne vers vous. Donc, et si je ne l'ai même pas encore fait, dès que je finis avec vous, je me retourne, ça dépend des priorités. Et la priorité ce matin, comme on s'est dit, c'était de faire un live sur le courage et la résistance. Le courage de vivre intensement, le courage de s'engager s'engager dans des luttes qui sont nobles, des luttes qui sont inclusives. Ça, c'est un peu ma petite dissertation de ce matin. C'est un peu ma petite réflexion de ce matin. Je voudrais d'abord commencer par le fait que nous avons... Est-ce que vous pensez qu'il est possible
pour un homme qui vit dans des conditions difficiles, des conditions précaires, d'être courageux? Ça, c'est une question. Deuxième question. Combien pensez-vous, jusqu'où peut aller l'impact de la misère et de la souffrance dans la vie des gens? Il y a des études scientifiques qui ont été faites et on a constaté que les enfants qui grandissent dans des milieux précaires, dans des milieux difficiles, dans des milieux où les parents sont tout le temps stressés, tout le temps angoissés pour ce qu'ils vont manger, pour ce qu'ils vont boire, pour où ils vont dormir, comment l'avenir sera. Ça impacte, cette vie ou ce milieu impacte tellement la psychologie de ces enfants que même lorsqu'ils grandissent, ils ont la peine à sortir de là. Ils ont la peine à se comporter de manière différente. Par exemple, un enfant qui est né dans des zones où il a fallu qu'il vole pour manger, même lorsqu'il se retrouve dans des zones où il n'est pas supposé voler pour manger, il va voler. Pas parce qu'il n'y a pas. Il va voler parce que c'est devenu une habitude. Cet enfant va voler, pas parce qu'il n'y a pas. Même lorsqu'il se trouve dans des zones où il n'est plus supposé voler. Vous allez remarquer qu'il y a des petites tendances, des petits goûts à voler. Il y a des petits goûts. Il y a toujours quelque chose qui le pousse. Prends quand même ça. Fais ça. Prends ça. Prends ça en cachette. Pas parce qu'il n'a pas. Parce qu'il a longtemps volé pour manger. Longtemps volé pour exister. Longtemps volé pour subsister, pour pouvoir rester vivant. Que lorsqu'il part même dans les zones où il n'est plus en train, où il n'est plus supposé voler, il continue à voler. Ça l'accompagne. S'il ne vole plus la nourriture, il va voler autre chose. Il va voler peut-être l'argent, il va peut-être voler... vous avez remarqué, il y a des gens qui volent dans les magasins. Vous voyez des adultes qui volent dans les magasins. Et vous vous dites, mais pourquoi un adulte peut voler le magasin? Pourquoi un adulte peut prendre quelque chose sans... Pourtant, tout le monde est éduqué que tu dois demander avant de prendre, ou quand tu es dans un magasin, c'est pour acheter, c'est pas pour voler. Ces gens ne volent pas parce que... Ce pourquoi la preuve, quand ils volent souvent ces choses, qu'est-ce qu'ils font? Vous allez voir les gens entrer dans un magasin, voler quelque chose qui ne vaut pas la peine. Ils vont voler un sèche-cheveux, ils vont voler un peu d'argent même ici, par là. Et ce qu'ils vont acheter avec cet argent, vous allez voir, ils vont aller acheter quelque chose à manger. Voilà, Boca Junior confirme. Et il n'y a pas que des cousins, ça nous arrive nous-mêmes. Ça nous arrive. Vous allez remarquer, pour ceux qui ont vécu avec, vous allez voir les femmes blanches, les femmes noires qui vont épouser les femmes blanches, les hommes blancs. Si l'homme blanc a un peu d'argent, ça veut dire qu'il a un peu les moyens, vous allez constater que ces femmes ont tendance à lui voler. Alors qu'elles ont tout, hein. Elles ont tout, mais elles ont tendance à lui cacher, elles veulent prendre quelque chose, elles veulent lui retirer quelque chose sans qu'il ne sache. Ce n'est pas que le blanc lui va leur dire, ok, je ne veux pas te donner ceci. Non, c'est qu'elle a développé pendant longtemps dans la misère certaines aptitudes, certaines attitudes aussi. Et ces attitudes les accompagnent partout où ils vont, partout où ces personnes vont.
Il faut voler un peu. Salut Wakando. Ils veulent voler un peu. Il faut Wakanda, pardon. Wakando. J'ai dit Wakando parce qu'il y a Wakanda héros, donc je ne suis pas associé. Sorry. Wakanda. Salut, salut mon frère. Donc ils vont voler parce que c'est simplement une habitude de voler. Même des choses stupides, ils vont arriver, ils vont sans vous dire, il y a j'ai trouvé chez le monsieur, j'ai trouvé chez la dame là, il a posé l'argent quelque part. Et j'ai vu qu'il y avait quand même, il y avait près de 10 000 euros posés là. Ah, vraiment, il fait rien avec. De toute façon, ça lui sert à rien. Il a déjà beaucoup d'argent. Elle a déjà beaucoup d'argent. Donc, je peux prendre. C'est le vol. Quand tu te prends sans demander, c'est le vol. Mais ces personnes ne le font pas parce qu'elles sont méchantes. Elles le font parce que c'est la structuration de leur mental. Il y a des gens qui mentent pour rien. Vous n'avez pas encore constaté ça? Des gens qui mentent. Ça veut dire que des réflexes, voilà, des réflexes maladifs, comme le dit Wakanda. Il y a des gens qui mentent pour rien. Des mensonges qui n'ont même pas d'utilité. Vous ne leur posez pas de questions. En fait, vous les rencontrez, vous ne leur dites rien, vous ne leur demandez pas quelque chose. Et ces personnes commencent à vous dire raconter quelque chose qui est un mensonge. Et vous découvrez après qu'elle a menti. Et vous vous demandez, mais pourquoi tu mens? Pourquoi tu mens comme ça? En fait, la personne elle-même vous dit, ne sait pas quoi vous répondre. C'est parce que la personne a vécu dans des milieux où il faut mentir pour exister, pour rester en vie. Oui, Martial, merci beaucoup et courage. Bonne nuit aussi à toi. Hein? Voilà pourquoi vous allez remarquer que la personne a vécu dans des milieux où il faut mentir quotidiennement pour exister. Que si tu ne mens pas, tu ne t'en sors pas. Si tu ne mens pas, tu n'auras pas de quoi manger, de quoi boire, de quoi subsister. Donc, les gens ne mentent pas parce que c'est des grands menteurs, parce qu'ils sont nés avec le mensonge dans la bouche. Les gens ne volent pas parce qu'ils sont nés avec le vol dans la bouche. Les gens ne sont pas courageux parce que ils sont nés avec le découragement dans le cœur. Non, ce sont des constructions sociales. Le mensonge, le vol, le découragement, la peur, les craintes, sont des constructions sociales. C'est notre environnement qui crée ça. C'est les milieux dans lesquels nous vivons qui créent ce genre de personnalité, ou ce genre d'émotion, ou ce genre de sentiment, ce genre d'envie et de comportement. Ce matin, c'est le courage. Je ne parlais pas du vol, mais je voulais vous montrer. Jean-Marie Wako, laisse ma femme tranquille. Donc, c'est quelque chose qui est très important à comprendre. Il y a un phénomène qui se reproduit et que je constate chez nous, dans le milieu combattant, dans le milieu de la lutte, dans la résistance, c'est nous n'avons pas une appréhension du courage. Nous ne savons pas ce que c'est que le courage. Nous ne sommes pas courageux. Très peu sont courageux. Très peu de personnes vivent dangereusement. Et c'est normal. C'est normal pourquoi? Parce que nous avons grandi dans des milieux où il faut se contrôler pour exister. Ça veut dire où il faut faire les choses au moindre niveau. Ça veut dire le niveau qui vous suffit juste pour vivre et manger. Pour manger. Nous avons vécu dans les milieux où on ne booste pas, où rien n'est construit pour que l'être humain se dépasse. Le Cameroun est un pays
où les gens n'ont pas été éduqués, ne sont pas éduqués à se dépasser. Partout. Remarquez très bien, dans tout ce que nous avons fait, on nous a toujours gardé dans les normes, pas dans les dépassements des normes. On a toujours fait dans les normes, pas dans les dépassements de normes. Le courage, c'est lorsque tu dépasses les normes, lorsque tu franchis les limites et que tu les transcendes. On dit tu es courageux. La preuve au Cameroun, si tu fais quelque chose qui est interdit, on dit quoi? Tu es courageux. Si tu es allé voler dans un magasin ou dans une boutique, je ne sais pas, ou dans une maison et que tu as réussi, lorsque tu racontes ça, mais gars, mon frère, tu es courageux. Hein? Ça veut dire que le courage, en fait, c'est la capacité d'aller au-delà des restrictions sociales, au-delà des limites. Mais vécu dans un milieu comme le Cameroun, où tout est restreint, toute liberté de se dépasser, tout dépassement est restreint, parce que les dictatures ne peuvent pas s'offrir le luxe de laisser les êtres humains développer le courage. Alors, la structure sociale des pays qui sont sous des dictatures ou sous des régimes autoritaires, en général, les sociétés, les populations de ces pays ne développent pas le courage. Elles sont réduites à des situations précaires, de telle sorte que elles ne s'occupent que des choses qui sont élémentaires. Voilà pourquoi vous allez rarement voir un courageux combattant. Ça sera 1 sur 1000. Vous allez voir 10 000 personnes dans les réseaux sociaux, par exemple. Mais vous allez voir un combattant ou 3 ou 4 qui montrent leur vrai visage. Qui montrent leur vrai visage sur les réseaux sociaux. Je ne dis pas que ceux qui mettent des profils avec des visages de leurs idoles ne sont pas courageux. Ce n'est pas de ça qu'il est question. Mais vous allez remarquer que la majeure part, vous allez voir 10 000 personnes qui vous suivent en tant que combattant ou qui suivent vos lives, je ne sais pas quoi. Mais dans les 10 000, vous allez voir 20. Faites un peu appeler à une marche. Vous allez voir 20 qui vont venir. Mais rentrez le soir, faire le live, vous allez voir 10 000 qui seront connectés sur vos lives. Pourquoi est-ce que c'est le cas? Pourtant, pour les marches, par exemple, on a besoin de présence physique pour les marches. Parce que la présence physique détermine et montre, passe un message visuel à l'adversaire ou à ceux à qui on veut transmettre le message. On peut être 100 000 dans les réseaux sociaux, mais si dans la rue, nous sommes 10, c'est les 10 là qu'on va prendre. C'est ces 10 là qu'on prend. On va dire, il y avait 10 personnes. En fait, cette histoire ne vaut pas la peine. De toute façon, il n'y avait que 10 personnes. Ça veut dire que les gens ne sont pas motivés. Non, les gens sont motivés. En fait, c'est pas que les gens ne comprennent pas la lutte. C'est pas que les gens ne sont pas intéressés par ce qui se passe. C'est juste que ces personnes qui sont intéressées par ce qui se passe, en général, ne sont pas courageuses. Leur cœur n'a pas développé ce qu'on appelle le courage. Et c'est pas de leur faute. Vous vivez dans les situations précaires, comme on vit au Cameroun. Vous grandissez dans ces milieux. La probabilité que vous développez du courage est très moindre. Et lorsque vous faites même quelque chose en général, c'est juste pour manger. Au Cameroun, quand tu dis que je me suis levé le matin, je suis allé au marché, j'ai poussé, les gens te disent courage, mon frère. Parce que tu es parti pousser. Mais pousser ne t'aide pas. Pousser ne change vraiment pas grande chose dans ta vie. Tout ce que pousser fait, ça te garde au niveau animal de l'existence.
Mais tout le monde dit courage. On t'encourage à rester pousseur, à devenir pousseur. Mais tente de dire que je vais aller marcher. Je vais revendiquer mes droits. Je vais dénoncer physiquement et de manière avec ma présence et mes mots la gabégie du gouvernement. Ce sont les mêmes personnes qui te disent tous les jours courage. Ce sont les mêmes personnes qui te disent tous les jours courage quand tu vas pousser, quand tu vas laver, être bonne quelque part ou faire la moto. C'est les mêmes personnes qui te disent non, ce que tu es en train de faire là est dangereux. Tu peux y laisser ta peau. Je veux qu'on essaye de voir que le courage, en fait, a des étapes. Et au Cameroun, on a laissé le courage à un niveau très réduit. On est courageux pour aller pousser, de prendre un bus qui nous mène, qui nous sort de Douala pour Ngaoundéré sur les mauvaises routes. Il faut du courage. Il faut du courage. Donc, mais si tu demandes à quelqu'un de sortir d'un certain cadre, des normes de la société, puisque même M. Biya, même le régime Biya va faire le marché. Le régime Biya envoie ses bonnes et ses servants aller faire les marchés parce qu'il doit manger. Donc, partir au marché, ce n'est pas du courage. Dans toutes les familles du Cameroun, les gens vont pousser, les gens vont faire la moto. Mais remarquez que ces activités ne transforment pas vos vies. Ces choses ne transforment pas vos vies. Ce qui transforme vos vies, remarquez là-bas, vous êtes combattus par les personnes qui vous disent tout le temps courage. Le régime Biya dit et soutient ceux qui encouragent les Camerounais à faire chacun son métier, à ne pas s'occuper de la politique, à ne pas considérer ceci, cela, de se concentrer à chercher la nyama. Remarquez très bien, là ils sont encouragés, tout le monde fait ça. Dès qu'il faut faire quelque chose d'autre, ça veut dire que dès que tu dois sortir de cette norme, 80% des Camerounais perdent le courage. En fait, ils n'ont même pas. Ça veut dire qu'au moins 80% des Camerounais, le degré de courage n'est pas poussé. C'est réduit à l'aliment. C'est réduit à l'alimentaire. Beaucoup de Camerounais préfèrent donner de l'argent pour des causes nobles que de se mettre en avant pour des causes nobles. Personne ne considère que ce n'est pas du courage, mais c'est un manque énorme de courage. Parce que ce que les gens voient, ce n'est pas l'argent que vous donnez. Ce que les gens voient, ce n'est pas l'argent. L'argent n'a pas de sens, dans l'esprit de l'homme. C'est une création nouvelle de l'humanité. Les gens voient et reconnaissent votre présence. Les gens voient et reconnaissent votre activité, votre présence physique, votre expression. Beaucoup vont se cacher dans les faux profils. Ils vont vous dire, non, je combats par derrière. Je combats dans le noir. Je combats dans les bacs. Nous sommes les gens des bacs. Pourquoi? C'est facile d'être dans les bacs. Être dans les bacs, c'est facile. Être dans les bacs, tout le monde, chacun d'entre nous peut décider d'être dans les bacs et personne ne lui en voudra. Parce que c'est la chose la plus facile à faire. D'ailleurs, les régimes dictatoriaux enseignent aux gens à être dans les bacs. Dans les pays où les dictatures sont régnantes,
Les gens ne vivent que dans les bacs. Les gens n'existent que dans les bacs, dans le noir. En fait, la dictature dit, tu dois être dans le bac. Si tu veux exister. Il faut qu'on comprenne les dictatures. Il faut qu'on comprenne les milieux d'où nous venons pour comprendre pourquoi nous nous comportons de certaines façons, pourquoi nous observons ou bien nous jugeons certaines actions ou certaines choses d'une certaine façon. Nous sommes le produit de la dictature Biya. Nous sommes les enfants de Biya. On ne peut pas nous retirer ça. Très peu d'entre nous ont pris conscience des effets secondaires de la dictature. Beaucoup sont simplement victimes des effets secondaires de la dictature. Dans une dictature, être dans les bacs, c'est la seule façon de vivre. Et beaucoup de Camerounais ont grandi dans la dictature. Donc, pour eux, c'est normal de vivre dans les bacs. Pour eux, c'est normal d'être caché. Pour eux, c'est normal. C'est même pas concevable d'être mis à l'avant ou d'être devant ou d'être expressif, de se présenter comme tel. C'est pas normal. Tout le monde, la grande majorité a peur des représailles, a peur des conséquences et des responsabilités que ça incombe. Le courage. Vivre dangereusement. Le courage de vivre dangereusement. Lorsqu'on voit quelqu'un qui a osé vivre dangereusement, vous allez voir que la majeure partie des Camerounais vont se retourner contre la personne. Ils vont lui donner toutes sortes de noms, toutes sortes d'adjectifs, toutes sortes de je ne sais pas quoi. Ils vont trouver que la personne a fait quelque chose de dangereux. La personne a vécu dangereusement. La personne a osé vivre dangereusement. Le président élu Maurice Kamto est un exemple palpable de la dangerosité, du courage. Un exemple palpable de la vie dangereuse. Remarquez combien tout le monde s'est retourné contre lui. Même ceux qui conçoivent le changement comme étant une option. Beaucoup, on avait dit que dans l'opposition, c'est pas toute l'opposition qui est au service de M. Biya. Il y a des oppositions. Il y a des oppositions qui sont simplement victimes de leur milieu. Elles ne sont pas, par exemple, ce monsieur que vous appelez le pasteur là, comment il s'appelle, Eli Bilobe. C'est un pasteur, je sais pas quoi. C'est une victime. Ce que Eli Bilobe combat, c'est le courage. Il ne combat pas autre chose que ça. Ce que Eli Bilobe combat chez Maurice Kamto, c'est le courage de Maurice Kamto. Il peut donner de très beaux noms à son combat. Il peut l'embellir. Mais en fait, lorsque vous regardez très bien, chaque fois, Eli Bilobe, M. Eli Bilobe circonscrit. Il circonscrit toujours. Pourquoi il est contre ce qui se passe? Et tous, il va vous dire, c'est ce que Dieu a limité. C'est ce que Dieu a voulu. Ça veut dire qu'il est en train de dire, je ne peux pas aller au-delà. Parce que pour aller au-delà, il faut du courage. Il n'est pas pour Biya, non. Attention, mais il travaille sans se rendre compte au service de la dictature. Pourquoi? Parce que pour changer une dictature, pour renverser une dictature, il faut des personnes qui ont du courage, qui exercent le courage, qui peuvent aller au-delà des limitations politiques. Il n'y a pas une autre façon de chasser, il n'y a pas une autre façon de vaincre une dictature, il n'y a pas une autre façon de la faire chuter. Par exemple, je prends un autre exemple. Nous avons un monsieur, soi-disant monsieur Biya, qui se présente comme étant encore vivant,
Et comment étant encore capable de diriger le Cameroun? Nous ne sommes pas des juristes, nous sommes le peuple. Le peuple n'est pas forcément éduqué dans l'expression juridique des choses. Mais vous aurez rarement voir des personnes qui vont vous dire que Biya est mort. Qui ont le courage d'envoyer cette expression. Tout le monde se contrôle. La grande majeure partie des personnes veulent dire la vérité. Elles veulent dire la vérité. La grande majeure partie des personnes veulent dire la vérité. Puisqu'elles ne savent pas si Biya est mort ou pas, soit elles se taisent, soit elles approuvent qu'il est vivant. Mais ce que la grande majeure partie de ces personnes ne comprennent pas, c'est que si vous vous taisez, parce que vous voulez dire la vérité et vous ne savez pas, en général, ça fait fonctionner l'adversaire. Il avance. Tout clair, vous n'avez rien dit au peuple, vous n'avez pas provoqué, vous n'avez rien provoqué, vous êtes tous normaux. Vous êtes tous normaux. Ou alors, si vous dites qu'il est vivant, vous avez confirmé ce que lui veut. Parce que pour les Camerounais, il suffit de savoir que Biya est vivant. Écoutez très bien. Pour les Camerounais qui ont longtemps vécu dans une dictature, vous pensez que ça les intéresse de savoir si Biya gouverne le Cameroun ou non? Non. L'idée de l'existence de Biya, que Biya est vivant, suffit pour eux de ne pas se lever, de ne pas se déranger. Cette idée simplement de savoir que Biya est vivant, pour eux c'est bon. Donc parfois, vous allez voir des personnes courageuses provoquer l'existence de Biya. Pour provoquer ça, ça veut dire que la personne provoque, le dit à visage découvert. C'est choquant. Ce n'est peut-être pas vrai. Ce n'est peut-être pas la vérité. Ce n'est peut-être pas, mais là n'est pas le point de la personne. La personne est dans un exercice de courage. La personne est dans un exercice de courage. Le plus important n'est pas si la personne dit la vérité ou pas. Non. Regardez la qualité de la personne. Il faut du courage pour dire qu'un dictateur est mort. Dans un milieu où tout le monde pense qu'il est vivant. Il faut du courage pour dire qu'un dictateur n'est plus en mesure de gouverner, qu'un homme politique ou bien un président n'est plus en mesure de gouverner. Dans un milieu où tout le monde dit que le chef de l'État fasse ceci, que le chef de l'État fasse cela, que le chef fasse ceci, que le chef fasse cela. Il faut du courage. Il faut le courage de ne rien demander à ce chef d'État. Dans un milieu où tout le monde demande quelque chose à ce chef d'État. Parce que ne pas demander quelque chose à ce chef d'État, c'est confirmer que ce chef d'État est encore capable. Lorsque tu vois des gens qui vous disent, oui, nous attendons, nous exigeons que le président fasse ceci, nous attendons que le président appelle enfin les gens sur la table, nous attendons que le président fasse quelque chose, qu'il mette les gens sur la table, qu'il organise. Est-ce que vous n'entendez pas ça très souvent? Dit que le président ne peut plus rien faire. Dit que, en fait, le président, même à qui on s'adresse, n'existe plus. Ça demande beaucoup de courage. Et ça que les gens n'ont pas. Lorsque donc quelqu'un a transcendé les limites dans les sociétés dictatoriales, qu'il soit au pays ou dans la diaspora, cette personne sera menacée. Cette personne sera vue comme un ennemi, un adversaire. On va accuser cette personne d'avoir sûrement quelque chose. On ne peut pas comprendre ton courage.
Nous ne comprenons pas ton courage. Où est-ce que tu tires ce courage? Si tu n'as pas dealé avec le régime, où est-ce que tu tires ce courage? Dans un milieu où tout le monde pense que le régime va nous tuer si je rentre au pays. Si je pars faire le deuil, si je fais ceci, si je fais cela. Dans un milieu où tout le monde pense comme ça, la personne qui va oser aller au Cameroun va subir les rafles. Parfois même, on prie que la personne aille et que la personne subisse des rafles pour qu'elle apprenne des leçons. Pour qu'on ait raison en général. Puisque chaque fois qu'on a vu quelqu'un oser ou faire quelque chose, il a subi des rafles du régime. Alors on se dit, c'est toujours comme ça. On tire des conclusions et puis on dit, ah, si telle personne est partie, que ça ne s'est pas passé, la personne a dû faire quelque chose. La personne a dû traiter avec le régime. On ne regarde plus. On ne voit plus que, est-ce que c'est possible que la personne soit simplement une personne courageuse? Est-ce que c'est possible que cette personne soit arrivée à un niveau où elle veut aller au-delà des limites, où elle est dépassée, où la situation ne la pousse plus à faire un choix de est-ce que c'est bon ou est-ce que c'est mauvais? That too is courage. Moi, je ne suis pas, écoutez-moi très bien, je ne suis pas en train de certifier ou d'approuver les choses, les actions des gens. Je veux nous faire comprendre que si nous regardons la qualité qu'on appelle le courage en chacun de nous, notre lutte va aller plus loin. Mais si nous condamnons des actes parce que nous pensons que elles sont problématiques, il est fort possible qu'on nous mette de voir un acte de courage. Il est très fort possible. Il est très fort possible. Et la probabilité que la majeure partie des personnes ne soient pas d'accord avec les actes de courage est très grande. La probabilité que la majeure partie des personnes ne soient pas d'accord avec les actes de courage est très grande. Parce que nous venons des pays où il n'y a pas où le courage n'est pas le mode de fonctionnement. Où le mode de courage n'est pas le mode de fonctionnement. Il est possible. Je suis dans une réflexion, dont, chers Camerounais, je veux, excusez-moi, je ne suis pas là pour défendre quelqu'un, je ne les connais pas, les personnes, je les ai jamais rencontrées, mais je veux nous parler de quelque chose qui nous manque. Je veux que, bien que les gens prennent des décisions n'importe comment, comme elles veulent, parce qu'elles sont libres de les faire, nous devons nous-mêmes nous poser, est-ce que nous sommes courageux? Est-ce que si moi, cette situation m'arrive, est-ce que je peux descendre au Cameroun? Est-ce que moi, il peut m'arriver? Il me rappelle même d'avoir suivi des combattants, dit qu'ils descendent au Cameroun. Que tout se passe au Cameroun, ça se passe au Cameroun, ça se passe au Cameroun. Mais ces combattants sont toujours dans la diaspora. Lorsque ces combattants disaient ça se passe au Cameroun, qu'est-ce que ces personnes disaient? J'ai même vu d'autres qui disaient qu'il faut qu'on prenne des avions, des charters, qu'on descende au Cameroun. Ces personnes pensaient comment? Où est-ce qu'elles prenaient ce courage? Où est-ce qu'elles se disaient que c'était possible? Maintenant qu'une personne a osé descendre au Cameroun, les mêmes personnes se retournent contre elle. Est-ce que quelque part, ce n'est pas qu'à travers l'acte de ces personnes, puisqu'on ne sait pas, jusqu'à présent, honnêtement, personne d'entre nous ne peut dire avec certitude que cette personne qui est descendue au Cameroun a traité avec le démon. Personne ne peut dire. Personne n'a encore des preuves tangibles, à part des suspicions, des prétendus, des appréhensions, des analyses personnelles que les gens font.
Je lis un commentaire, je me souviens de ton live où tu disais que les Camerounais étaient des êtres très courageux en fonction de leur état, de leur environnement. Et aujourd'hui, tu dis le contraire. Je dis très bien. Je n'ai pas dit le contraire aujourd'hui, monsieur Racine. Mon frère Racine. J'ai dit ceci. Sous certaines conditions, le courage chez nous est considéré seulement à l'existence. Nous ne voyons que le courage au niveau de l'existence. Ce sont donc ça ces conditions donc que je viens d'éclairer. Que pour nous, si tu dois aller faire le marché, te lever la nuit à 5 heures du matin dans un pays où il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'énergie, tu es courageux. C'est du courage. Mais c'est du courage dans juste à un certain niveau. Maintenant, pour la lutte, pour le combat, pour la résistance, on doit être capable de dépasser la perception du courage dans les petites choses. C'est de ça que je parle, mon frère Racine. Et je le précise encore, je ne connais pas les personnes. La personne qui est partie au Cameroun, je l'ai entrevue une fois dans les marches comme ça. Je la connais pas, c'est pas mon ami, c'est pas mon oncle, c'est pas ma tante, c'est pas... En fait, c'est rien pour moi en ce qui concerne relation, au niveau relationnel. Donc, je ne suis pas là pour défendre quelqu'un. Je défends ici la qualité qu'on appelle le courage. Et que cette qualité peut être quelque chose qui jaillit à certains moments, en certaines personnes, pas à tout le monde au même moment. C'est de ça que moi je pointe. Parce que quand je regarde monsieur, le président élu Maurice Kamto, Bibou Nissak et consorts, bon, je ne vais même pas parler Bibou Nissak, parce que je ne sais pas. Bibou Nissak n'était pas encore sorti du Cameroun, je ne sais pas s'il a vécu dans la diaspora, mais Maurice Kamto c'est un monsieur de la diaspora, c'est un monsieur qui peut rester en Europe quand il veut partir, ça allait se cacher. Et Maurice Kamto salue dans les photos, je vois que Maurice Kamto salue les préfets, les gendarmes. Lorsque Maurice Kamto salue les gendarmes, est-ce que nous analysons ou les préfets, nous analysons ces actes comme étant des deals avec le régime? Est-ce que lorsque le président élu Maurice Kamto salue les préfets du régime Biya, les gars tapent le gars, est-ce que nous voyons en ça un deal avec le régime? Non, nous sommes tous d'accord, c'est même ce qu'on veut. On veut même que tous les militaires et tous les sous-préfets et tout le monde se courbe devant Maurice Kamto, parce que ça veut dire pour nous la victoire. Pourquoi si même on voit un Camerounais qui rentre au Cameroun et qui serait escorté par des gendarmes, pourquoi on ne conçoit pas que c'est peut-être un acte de changement? Pourquoi nous ne concevons pas que ça peut être un acte de changement? Je ne suis pas en train de donner raison, mais je veux nous pousser à pouvoir dépasser les accusations qui ne nous apportent rien du tout. Des guerres et des prises d'opposition qui nous poussent juste à condamner les autres. Il faut qu'on soit capable d'aller. Racine dit encore, Mamadou Mota doit être triste de t'entendre parler aussi négativement du courage des Camerounais. Il sait de quoi serait capable sans la répression des hommes en tenue. Mamadou Mota, c'est un Camerounais, mon cher frère. Mamadou Mota, c'est un Camerounais. Mamadou Mota n'est pas le seul Camerounais qui est écrasé par ce système. Mamadou Mota n'est pas le seul Camerounais qui est écrasé par ce système. Mais Mamadou Mota n'est pas aussi le seul Camerounais que ce système a stoppé d'écraser.
dans le sens vraiment brutal. Je veux dire que Mama Numota a fait preuve de courage. Le courage dont je parle. Il a fait preuve de courage parce que dans les conditions aussi coriaces, meurtrières, difficiles dans lesquelles il se trouve, il a réussi à ne pas se courber devant le régime, à ne pas se ramper. C'est un degré de courage. C'est un niveau de courage qu'il faut respecter. Donc, je n'insulte pas Mamadou Mota ou son courage. Au contraire, je reconnais la valeur de son courage. Mais j'aimerais qu'on reconnaisse la valeur du courage de tout le monde à tous les niveaux. Qu'on sache aussi qu'il y a des personnes parmi nous qui ne sont pas courageuses plus que celles qui sont au pays. Qui donnent l'impression d'être courageuses, mais en fait qui ne le sont vraiment pas. Parce que si vous êtes courageux, lorsque vous voyez quelqu'un faire quelque chose, ne serait-ce que rentrer dans un pays dictatorial comme le Cameroun, rien que cet acte de rentrer devrait nous garder un peu que waouh, c'est déjà du courage. C'est déjà courageux de le faire. C'est déjà courageux de faire ça dans un milieu où tout le monde pense que on ne doit même pas faire ça si on est mort. C'est déjà quelque part du courage. Si nous pouvons apprécier le courage, nous allons vanter le courage. Nous allons mettre le courage en avant. Et le courage va créer plus de courageux. Mais si nous vantons la trahison, nous allons mettre la trahison plus en avant. Nous allons mettre la peur plus en avant. Et nous aurons créé plus de peureux, plus de personnes qui attendent. Au nom de nos passions, de nos souffrances, il y a même des gens que j'ai suivis dire que ils ont perdu leur foyer. Ça veut dire qu'ils ont leur mariage se gâte parce que ils ont combattu le régime Biya. Moi, je combats le régime Biya, mon mariage ne s'est pas gâté. Le fait que votre mariage se gâte n'a rien à voir avec la lutte contre le régime Biya ou envers le régime Biya. Je connais beaucoup de Camerounais qui combattent le régime Biya, dont le mariage ne s'est pas gâté. Mais vous commencez déjà à prendre la destruction de vos mariages comme étant les exemples de quelque chose qui est bien. Vous commencez déjà à prendre les choses négatives et les placer devant comme des choses positives qui sont bonnes pour le combat. Mais personne ne constate ça. On applaudit. C'est vrai. D'autres vont vous dire, j'ai sacrifié, on a enterré mon frère, mon père, on a enterré, je ne suis pas parti. Mais si vous n'êtes pas parti, ce n'est pas que les portes étaient fermées. Ce n'est pas que les portes étaient fermées. Les portes sont ouvertes. Mais est-ce que vous avez le courage de le faire? Est-ce que vous avez le courage de le faire? C'est la question que nous devons chacun nous poser. Est-ce que nous avons le courage? Reconnaissons que je n'ai pas le courage. En fait, j'ai peur de partir, on m'arrête. Il y a Racine qui dit encore, va te faire foutre, quoi, aller. C'est ok, Racine. Tu n'es pas la référence du combat. Non, je ne prends... En fait, c'est moi qui parle et puis je prends parfois les exemples sur moi et parfois je prends les... J'ai même dit que je ne suis pas le seul. Il y a beaucoup de gens qui sont dans le combat qui n'ont pas perdu leur mariage à cause du combat. Donc, il ne s'agit pas de moi ici, tu vois un peu. Mais comme je parle, parfois, je mets moi. Je mets moi dans un petit exemple et tout, ok? Donc, c'est pas grave. Donc, c'est de ça qu'il est question. Je vois des gens qui disent que ils n'ont pas enterré leurs enfants. Vous n'avez pas enterré vos enfants. Peut-être la mort de vos enfants ou de vos parents était là, le moment opportun de prouver que vous, de faire un acte de courage, un acte audacieux. Peut-être, je dis juste peut-être. Je dis peut-être,
Je n'ai pas dit que c'est forcément un acte, c'est une opportunité, mais je dis peut-être la mort de vos parents, la mort de vos frères, la mort de vos sœurs était peut-être un moyen de faire un acte audacieux qui pourrait changer le monde, qui pourrait transformer le monde. Peut-être. Peut-être. Il y a une femme là, Rosa Parks, qui était interdite de s'asseoir. Qui était interdite de s'asseoir sur la place des Blancs. Pendant ce temps, les Noirs étaient menacés, maltraités, tirés dessus, tabassés, jetés dans les prisons. Mais cette Rosa Parks a dit, je vais m'asseoir. Elle s'est assise et ça a transformé le monde. Simplement cet acte. Simplement cet acte a transformé les Amériques, l'Amérique tout entière. Et la façon de percevoir les choses. Donc, c'est de ça qu'il est question. Le courage. Et le courage peut s'exprimer de plusieurs façons et à tous les niveaux. Un être humain courageux peut... Le courage n'est pas le même chez tout le monde. Le degré de courage n'est pas le même chez tout le monde. Le degré de courage n'est pas le même chez tout le monde. Il faut qu'on soit conscient de ça et qu'on accepte ça. Et lorsque nous allons accepter ça, il est possible que un acte que quelqu'un pose ne soit pas directement jugé. Qu'un acte que quelqu'un pose soit directement jugé, directement, même pas 2 secondes avant. Directement. Il y a des gens qui disent que elle a dit que le Cameroun était un état de droit. Le fait de rentrer au Cameroun et d'entrer au Cameroun était le premier acte de courage. Maintenant, peut-être à l'intérieur du Cameroun, autour du milieu où elle se trouve, peut-être elle n'a pas eu le courage de dire autre chose, de peur d'être menacée. Moi, j'ai bien dit que si c'était moi, je me serais tué, j'aurais pas besoin de, j'aurais même pas communiqué dessus. Mais je la comprends aussi. Il est possible que dans le contexte maintenant, qu'elle est entrée au Cameroun, elle est sous des pressions où elle se met à dire des choses parce que il faut aussi comprendre, c'est une femme. C'est une femme. Les femmes ne sont pas comme les hommes en général. Les femmes ont quelque chose souvent de subtil là. Une façon de arrondir les choses. Il faut mettre tout ça dans le contexte. Je ne dis pas que la personne n'a pas dit là avec le régime. Comprenez-moi très bien. Je dis, je nous donne des approches qui nous permettent d'avoir du recul. C'est tout. Que prochainement, lorsque quelqu'un fait ce genre de choses, que on n'entre pas directement dans des jugements a priori. Peut-être à l'intérieur, elle avait déjà fait la première preuve de courage, il fallait aller enterrer son mari. Vous ne savez pas ce qu'elle a causé avec son mari. Vous ne savez pas ce qu'ils se sont dit. Et que quand je vais mourir, si je meurs, il m'a dit quelque chose, je veux être entré dans mon pays. Et la femme a dit, ok, ce que je vais faire. Quand tu vas pas mourir, si c'est qu'il arrive que toi et moi on meurt, je sais pas quoi, si tu meurs avant moi, ce que je vais faire, je vais respecter ta dernière parole. Et elle l'a pris dans les choses, dans ce courage. Elle arrive au Cameroun, elle se retrouve dans une pression pour juste avoir le temps d'exister, subsister dans ce milieu. Elle a peut-être dû lâcher des choses sous une pression. Mais ça ne veut pas forcément dire que la personne a trahi ou la personne a dealé avec le régime. Nous avons des gens au Cameroun que nous supportons dans les chaînes de télé
qui n'arrivent pas à dire ce que nous pensons ici dans la diaspora. Mais nous les applaudissons. Nous disons, wow, 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 bravo. Bravo. Pourtant, nous-mêmes, nous pensons que la personne n'a pas dit véritablement ce que nous voulons. Le truc, c'est dans ça. Il y a Véronique Tindo qui dit, c'est exactement cette communication qu'elle a faite qui a choqué. Qui a choqué plus d'une personne. À sa place, j'aurais pas fait cette vidéo. Moi, je le dis, ça veut dire que je n'ai pas un parti pris. Mais si nous avons pris les choses comme ça, on pouvait dire, ok, bénéfice du doute, elle a fait une erreur de faire cette vidéo. Mais nous ne l'aurons pas condamné directement. Parce que les êtres humains peuvent faire des erreurs. On aurait minimisé l'erreur. Et il y a une autre question que je me pose. Mais cette femme, en fait, qu'est-ce qu'elle est même? Elle est qui dans le combat? Quelle est sa popularité ou son importance dans le combat que ce qu'elle va dire affecte tellement les combattants? C'est la question que je me suis aussi posée. Quelle est sa place? Quelle est sa popularité? Quel est son truc? Je veux dire, son impact dans le combat de telle sorte que ce qu'elle va dire là-bas, les organisations internationales vont prendre compte de ça. Le régime Biya va prendre compte. Lui, le régime Biya prend compte même si c'est un caca qui parle. Même lorsque c'est un caca qui parle, le régime Biya est content. Donc, ça n'a rien à voir avec cette femme. Moi, je parle pour nous dans la diaspora. Nous, les combattants, qui l'acculons. Lorsque vous l'acculez là, moi, ma question c'est, pourquoi pensez-vous que ce qu'elle a dit, le Cameroun est un état de droit, un état de droit, serait la pire des choses qu'elle pouvait dire et que ça déstabilise le combat? Je sais pas, j'ai pas compris cette revanche. En quoi ça déstabiliserait le combat? Une personne qui n'a même pas, je sais pas combien de personnes la suivent, je sais pas si elle fait même des lives, si elle est même combattante. Oui, on sait qu'elle est combattante, elle a fait des photos ici et là. Honnêtement, je vais pas vous mentir, parmi les combattantes que je suis, qui ont la parole et qui ont le truc, je pouvais comprendre si c'était peut-être Calibro, qui partait au Cameroun et disait le Cameroun est un état de droit. Ça pouvait me dire, ouais, là, c'est quand même un leader d'opinion dans la résistance de la diaspora et tout. Ça pouvait me dire, je pouvais dire, ok, oui. Si c'est que peut-être c'était, je ne sais pas qui, je sais pas, Max Ivoire qui allait au Cameroun, et des gens qui ont de la popularité. Karine, il y a Karine là, notre sœur Karine de Richaud, voilà, qui peut-être, il y a qui ont la popularité, les gens qu'on parle, par exemple, Sandy de Boston rentrait au Cameroun, et Sandy de Boston disait, le Cameroun est un état de droit. J'allais comprendre, mais cette pauvre femme, je vois pas, c'est un peu comme si un Camerounais qui marche souvent avec vous dans les marches et qui fait des photos. Photos rentre au Cameroun et dit, le Cameroun est un état de droit. C'est nul, zéro. Je veux dire, l'impact est zéro. L'impact, l'effet est zéro. Je ne suis pas en train de minimiser le combat de cette femme. Je ne suis pas en train de minimiser sa portée. C'est que je la questionne. Que bon, si Maurice Kamto disait, le Cameroun est un état de droit, waouh! Parce que je connais le poids. Et j'ai suivi la vidéo, je ne sais pas si j'ai suivi que c'est un état de droit qu'elle a dit, je ne sais pas. Moi, je n'ai pas suivi un état de droit. J'ai suivi qu'elle disait que le Cameroun est un état. Mais de droit, et ce qui est une vérité, le Cameroun est un état.
Mais de droit, donc pour moi, ce sont toutes ces questions que je pense que nous devons remettre en question pour recentrer notre lutte sur l'important. L'important, en fait, c'est le régime Biya. Nous devions normalement plutôt, en tant que Camerounais, remettre en question le fait qu'un Camerounais pour aller au Cameroun, c'est l'ambassadeur qui annonce son retour légal au Cameroun. Que c'est pas normal. Voilà notre lutte. Nous devions normalement être en train de crier que un Camerounais qui va au Cameroun est arrêté par un gendarme ou un policier. Voilà la lutte que nous devions faire. Nous devions normalement nous battre qu'un Camerounais qui va au Cameroun est obligé de mentir pour exister au Cameroun. Est obligé de dire des faussetés au cas où elle aurait dit des faussetés. Voilà notre lutte. Non, mais nous nous retournons contre ça qu'il n'est pas notre ennemi. Quelqu'un qui subit le système comme nous. La seule différence, c'est qu'elle a eu le courage d'aller et nous n'avons pas eu ce courage. Maintenant, nous nous retournons contre elle et disons, ah ouais, c'est toi qui es parti gâter le combat, tu vois. C'est toi qui es parti dire que le Cameroun est un état de droit. Pourquoi tu as dit ça? En fait, tu as gâté le combat, vraiment. Tu as livré le régime. Tu as fait ceci, tu as fait cela, tu as fait ceci, tu as fait cela. Racine, je sais pas, je vais dire que il dit, cherche d'abord à savoir qui elle est, et puis tu refais ton direct. Non, 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 non. Écoute, mon frère Racine, je ne cherche pas à savoir qui elle est. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas qui elle est. C'est notre façon de traiter les gens qu'on ne connaît pas. Pour moi, c'est pas qui elle est. C'est notre façon de traiter les gens qu'on pense connaître. C'est tout. C'est notre façon de traiter. C'est pas qui elle n'est pas. C'est une Camerounaise de toute façon. Donc, j'ai pas besoin de savoir qui elle est. Ça ne m'intéresse pas actuellement et je ne pense pas que ça devait nous intéresser qui elle est. Ce qui devait nous intéresser, c'est comment est-ce que nous avons appréhendé la chose et comment est-ce que nous avons combattu le régime. Pas comment est-ce que nous avons combattu la personne. Comment est-ce qu'à travers cette situation, nous avons trouvé un pied d'escale pour combattre le régime. Les situations sont des opportunités pour nous. Parfois, j'ai l'impression que j'ai fait un live dernièrement où je disais que j'ai l'impression qu'on manque on manque de créativité. On ne sait plus quoi faire puisque on cherche où est-ce qu'on peut un peu tirer un petit jus ici pour faire. Non, il y a tellement de raisons de combattre ce régime. Le fait simplement que cette femme soit allée au Cameroun par l'annonce de l'ambassadeur, ce qui n'est pas normal. Dans un pays normal, l'ambassadeur n'annonce pas le retour d'un citoyen à grande pompe. Ça devait être une raison pour nous de dire c'est un problème. Maintenant, le fait qu'elle arrive au Cameroun et que cette femme se retrouve attrapée ou bien mise un peu de côté par un policier, un gendarme, d'après ce qu'elle-même a raconté, c'est ça qui devait être le sujet de conversation. Parce que ce n'est même pas normal qu'un Camerounais rentre au Cameroun et ça fasse autant de... Arrêtez de m'appeler. Vous savez que je suis en live. C'est pas normal. Maintenant, si même elle aurait menti, ce n'est pas normal qu'un Camerounais se retrouve en train de mentir pour exister au Cameroun. Ça veut dire que c'est pas normal. Voilà ce qu'on devait combattre. Que le pays pousse des Camerounais à mentir pour exister. Non, mais on préfère...
on préfère tout faire pour aller juger la capacité de ce Camerounais à être un bon combattant. On préfère ça. C'est facile, c'est très facile de se retourner vers la petite personne qu'est ce Camerounais, qui est simplement une victime d'un système dont nous tous nous sommes victimes. Si même nous partons pour Cameroun, nous sommes des victimes. La pauvre victime, comme nous, on préfère tirer sur elle. On préfère lui cracher dessus. On préfère dire que c'est elle qui est le problème. C'est un peu comme les jeunes au Cameroun qui vont aller attraper le petit voleur du quartier, vont lui mettre des roues, ils vont allumer avec les incendies. Pendant qu'au moment où ils sont en train de faire ça, le grand voleur maire de la ville ou bien le ministre est en train de passer, ils savent exactement où il se trouve. Mais comme ils n'ont pas le courage d'aller là-bas, mais ils ont la rage, puisque le courage, dans courage, il y a rage. Mais une rage qui court vers l'objectif essentiel. Non, la rage, c'est une rage qui reste stagnante sur les choses qui ne sont pas essentielles. Donc, on va s'enrager, puisqu'on a la rage, on va s'enrager sur le petit voleur de moto. On va lui crier dessus, mettre les roues, allumer avec le feu. Brrr, et c'est terminé. On a fini avec lui, le ministre est passé, le voleur des 12 milliards, des 35, des 55 milliards est passé carrément. En passant même souvent en général, on lui ouvre la porte, il fait ping-pong, ping-pong, les gens ouvrent. Pendant ce temps, on est en train d'écraser, nous sommes en train d'écraser le petit Cameroun. Et c'est en fait ça, c'est cette psychologie que nous avons. C'est cette mentalité que nous avons. Parce que même si elle aurait dit ça, même si elle aurait trahi, on devrait condamner le régime qui pousse les gens à mentir pour vivre. On devrait condamner le régime qui pousse à mentir pour vivre. Parce que le régime, c'est notre lutte. Il y a ma maman Véronique qui dit quoi, allez, s'il te plaît, laisse cette histoire. Non, maman Véronique, écoute. Le problème que nous avons, nous les Camerounais, c'est quoi? C'est que on néglige les détails. Mais notre vie de tous les jours, ce sont ces petits détails. Ce sont ces petits détails-là. Ce sont ces petits détails. Parce que ce sont ces petits détails qui font la somme devient de gros problèmes. Il faut pouvoir reconcentrer. Et comment organiser l'esprit des Camerounais? Il faut leur montrer les petites erreurs qu'ils font, que nous faisons, qui nous empêchent de sortir de l'objectif. Il n'y a pas de mal à critiquer quelqu'un. Critiquer l'idée de quelqu'un n'est pas un problème. Mais accuser quelqu'un formellement, jusqu'à tirer des conclusions, à faire des vidéos par chaîne sur une personne qui en fait, qui est des nôtres. C'est notre personne. Elle est des nôtres, elle est du côté du combat. Jusqu'à preuve du contraire. Mais le fait, c'est donc ça, c'est qu'on néglige. On se dit, ah non, si chacun tire ses conclusions. Mais c'est la somme des conclusions tirées par chacun qui font la force d'un combat. Je veux dire que si 100 personnes tirent chacun ses conclusions et qu'on tire tous des mauvaises conclusions, le combat sera mauvais. Parce qu'il est fort possible qu'on tire tous des mauvaises conclusions. Parce qu'au départ, il faut d'abord qu'on prenne au départ. Nous sommes tous issus d'un milieu où les mauvaises conclusions sont en général les plus tirées. Nous sommes issus d'un milieu où les mauvaises conclusions sont en général les plus tirées. Regardez le Cameroun. Quand vous voyez le Cameroun, vous sentez que les mauvaises conclusions sont tirées. Et nous sommes les enfants du Cameroun. Nous sommes les enfants des gens qui ont tiré les mauvaises conclusions.
Pourquoi vous imaginez forcément que subitement, par magie, parce qu'on a pris on a acheté un billet d'avion, on a voyagé quelques heures, on est en Europe, que subitement, on a la capacité de tirer de bonnes conclusions dans les choses qu'on analyse. Non, il faut questionner même déjà le fait que nous sommes issus des endroits où on ne tire pas de bonnes conclusions. Il faut déjà d'abord mettre ça, il faut qu'on intériorise ça, parce que ça va nous empêcher, et ça va nous aider dans la façon de même critiquer, même dans la façon de s'adresser à autrui. On ne s'adressera pas avec autant de colère, autant de haine. Et on prendra parfois un peu plus de temps à analyser les événements, à comprendre. Nous venons des pays où les conclusions, le saut sur les conclusions est un exercice apprécié. Ça, c'est normal. Véronique Tindo, non, je n'ai jamais assez parlé. Quand je parle souvent d'autres sujets, vous ne me dites pas que j'ai assez parlé. Pourquoi ce sujet-ci, je dois arrêter? Laissez-moi finir quand je vais terminer de parler. Et quand je vais terminer de parler dessus, je ne reviendrai plus dessus. Mais si je ne finis pas de parler parce que certaines personnes pensent que j'ai trop parlé, en fait, c'est comme si j'ai mangé et je ne m'étais pas rassasié. On m'a donné à manger, mais je ne me suis pas rassasié. Non. Si ce sujet vous gêne, si ce sujet vous dérange, c'est pas de ma faute. Je sais que ça peut déranger parce que les gens avaient des prises de position, les gens ont des positions personnelles sur ces affaires. Ils prennent leur position tellement au sérieux que si tu as une autre position dessus, ça peut gêner. Je comprends ça. En général, lorsque quelqu'un te dit ferme ta bouche, c'est que ce que tu dis ne l'arrange pas. Si tu dis ce qui l'arrange, il va t'applaudir, il va te laisser parler. Donc, non, je n'ai pas terminé de parler dessus. J'ai choisi le jour pour parler dessus et être plus clair dessus. Et ceux qui font tourner ça dans la toile, il y a un truc aussi qu'il faut comprendre. Le problème n'est pas de parler de quelque chose. On peut parler de quelque chose pendant une semaine. Le problème, c'est comment on parle de ça. Nous parlons du changement au Cameroun depuis déjà plusieurs années et peut-être même, parlons seulement de 2018. Et personne ne stoppe de parler de ça. Tout le monde veut le changement. Ça continue, on fait les lives, on continue. Donc le problème n'est pas de parler de quelque chose. Depuis que cette affaire tourne sur les réseaux sociaux, 90% de la façon dont on parle de ça est stupide. C'est pour ça que ça donne mal à la tête. C'est pour cela que ça dérange. C'est pour cela que ça dérange. Parce que la majeure partie des personnes qui ont parlé de ça ont mal parlé de ça. Ils ont créé plus d'énergie négative autour de quelque chose où ils pouvaient transformer quelque chose de positif. Ils ont détruit ça. C'est devenu quelque chose de négatif et les gens parlent, les gens s'insultent, les gens se parlent, les gens se crient dessus. C'est normal qu'à un moment on se dise, non, on a trop parlé de ça, vraiment, arrêtons. Non. C'est pas parce que on a trop parlé de mal de quelque chose que on a résolu le problème. Hein, ma mère? Il faut bien parler. Et vous pouvez vous-même juger que quand moi je parle, vous allez voir que vous pouvez mieux commenter. Vous pouvez, parce que je donne des points de vue multiples de l'aspect des choses, que ça vous pousse à vouloir commenter, à vouloir donner vos avis. Dans les autres coins, vous ne donnez pas, on vous bloque directement. On vous bloque directement. Parce qu'on ne parle pas bien. Parce qu'on ne parle pas bien. Pour moi, ce sujet a tellement d'importance. Parce qu'il s'agit de nous.
Parce qu'il s'agit de nous. On ne peut pas tuer. Je me rappelle que il y a eu cette affaire exactement avec Penda et Coca. Affaire l'affaire la SCSI. Les gens ont dit tellement de choses. Les gens ont commencé à accuser de manière terrible. Et les gens trouvaient que c'est pas important. Chacun vivait avec son point de vue là au fond. Oui, mon point de vue c'est que c'est pas trop important. On néglige ce genre de choses, mais en fait c'est ça qui est important, parce que c'est ça qui nous détruit depuis des années. Ce sont ces choses qui nous empêchent d'être focalisés sur les combats réels. On détourne nos énergies de manière négative. On détourne nos énergies de manière négative. Ça veut dire que quoi? On va se trouver là dans un truc. On a le régime Biya, qui est notre adversaire, sa malversation, qui est notre adversaire, c'est sa façon de traiter les Camerounais, qui est notre adversaire. Non, on va commencer à aller cotiser l'argent. On va vous appeler 2 minutes après. Cotisez l'argent, cotisez. Cotisez l'argent pour les subitement, toute l'énergie de la lutte est orientée sur des cotisations. Après, on va venir, on va attaquer une personne particulière. On va dire que c'est la personne là qui est méchante. La personne là veut tout gâter. La personne là veut tout gâter. La personne est méchante. On va parler de ça du matin au soir. Pendant ce temps, le régime est là. On néglige ces petites choses. En fait, elles sont importantes. Ne dites jamais. Ne dites jamais que quelque chose n'est pas important. Le président élu Moïse Kamto a dit, ça se cache dans les détails. Le diable qui sévit au Cameroun se cache dans les détails des comportements des Camerounais. Dans les détails de leur comportement. Je ne dis pas qu'on ne peut pas critiquer quelqu'un. On peut critiquer un acte. On peut apporter un point de vue sur un acte. Mais on ne peut pas systématiquement faire une rafale. Une rafale de frappe sur quelqu'un simplement parce que ça ne marche pas avec ce que nous pensons. C'est dangereux. Je veux dire que c'est énormément dangereux. C'est ce qui s'est passé avec le professeur Niamsi. La même chose. La même chose. On commence, et puis subitement une rafale de life. On tire. Et tu te poses la question, mais why? Et on va te donner raison. Non, c'est parce qu'il a dit connard. Il a dit salaud. Et comme il a dit salaud, salaud là nous touche tellement que non, il n'est pas supposé dire salaud. On est tellement parfait que on ne peut pas pardonner quelqu'un. Lorsque j'ai remarqué que plus on est très strict avec nous-mêmes, on devient 100 000 fois strict envers les autres. J'ai remarqué ça. Si on se retient, on s'abstient trop pour des choses, on devient 10 000 fois tortionnaire aux autres qui ne s'abstiennent pas. Je prends un peu l'exemple, là les relations par exemple, vous allez voir, l'homme et la femme vont dire, l'homme et la femme vont dire, ok, tu ne vas pas me tromper, je ne vais pas te tromper. Tu me trahiras point, je te trahirai point. La femme donc et l'homme, dans son monde plein d'hommes, de belles femmes et de beaux hommes, chacun se restreint à ne pas tromper. Alors que le gars veut la meuf là, la fille veut le gars là. On admire telle fille, on a mis tel gars, mais on retient notre couple. Waouh! Notre couple. Le jour où une personne, ça veut dire si c'est la femme ou c'est l'homme, qui tente de tromper, on a souvent l'impression que ça explose. Tu m'as trompé! Tu me trompes! Moi, avec tout ce que j'ai fait pour toi, en fait, la personne s'est dit, je me suis empêché moi-même de vivre les goûts là. J'ai sacrifié les goûts là. Les goûts là, moi-même quand je marchais en route, je voyais les gars comme ça. Je voyais les gens comme ça là, et dit, yes! Qui me donne ça? Si j'étais libre, hein, si j'étais pas marié, hein, si je n'étais pas dans... Et subitement, l'autre a osé. Non, on ne peut pas lui pardonner. On ne peut pas lui pardonner. On a trop souffert pour ça. Nous, on s'est trop privé. On s'est trop privé. Lorsqu'on se prive souvent
trop de choses en général, quand on ne vit pas notre vie totalement, on devient des tortionnaires envers les poules, pour les autres. Ça, c'est une remarque que j'ai faite. Et c'est la même remarque que j'ai faite tout à l'heure, que je fais dans les réseaux sociaux. Parce que les raisons que les personnes donnent, pourquoi elles sont acharnées envers la personne. Oh, moi, je n'ai pas pu aller dans mon village. Moi, je n'ai pas pu faire ceci. Moi, je me suis abstenu d'aller enterrer mon grand-père. Moi, j'ai fait ceci. Et elle pas fait ça. Putain. 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 Moi, j'ai perdu mon mariage. Dans le combat, j'ai perdu, j'ai divorcé. Et elle s'offre le luxe d'aller vivre, enterrer son mari. Donc, vous comprenez, je sais que vous comprenez très bien ce qui se passe. Je vous explique seulement ça, ce qui se passe psychologiquement en fait, pour que vous puissiez comprendre pourquoi les gens même font tout ce truc. Ça n'a rien à voir avec la pauvre femme vraiment. C'est pas que ils étaient là quand elle a signé le contrat de trahison, non. C'est qu'ils se sont tellement abstenus de rentrer au Cameroun. Ils ont raté tellement de boîtes de nuit, de tourner les fesses, des enterrements, de chanter, les tournes d'eau, les maquis. Ils ont tellement raté ça que lorsqu'ils voient quelqu'un faire ça, c'est... Aïe. On doit être soudés, combattants. Nous tous, nous ne devons pas rentrer au pays. C'est donner, c'est légitimer le régime. Si nous rentrons, nous tous au pays, si c'est toi ceux qui rentrent au pays, en fait, tu es en train de donner l'impression que c'est nous qui sommes bêtes. C'est nous qui sommes bêtes. On se tue même pourquoi dans ce combat? On se tue pourquoi? Hein? Un peuple camerounais qui ne se soulève pas. Un peuple camerounais qui ne fait pas ceci. Hein? Je suis là, je me tue. Je ne pars pas au pays parce que je me dis qu'on va me tuer, on va m'arrêter. Et puis elle n'est pas au pays. Il y a même des gens qui ont... Voilà ce que je dis. Il y a des gens qui disent qu'on est venu leur proposer des milliards. Ils n'ont jamais pris. Ils n'ont jamais pris les milliards. J'ai suivi un activiste hier. C'était Rémi Ngono, mon grand frère. On m'a donné les milliards. Si je pouvais avoir les milliards, je les aurais déjà les milliards. Les milliards, les milliards. Il a refusé tous les milliards pour venir s'acharner sur une pauvre qui n'a même pas proposé le milliard, ou c'est même pas encore sûr qu'on a proposé quelque chose. On m'a proposé les milliards, des bassines d'argent, des mallettes. Ils sont tellement forts. Ils sont tellement forts qu'ils ne peuvent pas supporter les faibles. Ils sont tellement forts qu'ils ne peuvent pas avoir de la compassion pour un faible. Ils sont tellement puissants qu'ils vont se déchirer tous les faibles. Tous les faibles doivent mourir parce qu'ils sont trop forts. Ce genre de Cameroun là que vous voulez construire, c'est le genre de Cameroun là qu'on veut construire. Un Cameroun où ceux qui sont forts ont raison. Et ceux qui sont faibles doivent disparaître. La pauvre Penga, peut-être elle est faible. Mais comme elle est faible, elle doit disparaître. Il faut lui trouver un nom. Pour qu'elle disparaisse, il faut lui trouver un nom. Pour tuer le chien, il faut l'accuser de rage. Je lui donne un nom, trahisseur. Trahisseuse. Dealeuse avec le régime, c'est terminé. Dès que tu as dit ça, tu as une raison de lui tirer dessus, de lui casser le crâne, de la déshabiller, de la discréditer. Tu as toutes les raisons
Tu as déjà donné un qualificatif. Il a suffi d'un qualificatif. C'est de ça, voilà la mentalité. Écrasé. Écrasé. Les gens vont vous dire comment on leur a apporté des avions d'argent et ils ont refusé. Vous pensez que quelqu'un qui a des problèmes d'argent, qui a une vie qui n'est pas encore... Parce que eux, ils sont souvent accomplis. Moi, je vous dis, moi, je ne suis pas un monsieur accompli financièrement. J'ai une vie, je mange, je bois, je dors, j'ai la famille, mais accompli que... Non, moi, si j'avais une possibilité d'avoir des milliards, j'allais me faire des milliards. Mais je ne vais pas prendre les milliards pour faire des choses connes. Je vais dire que je ne vais pas partir. On va me dire, viens ici. On commence à dire que Paul Biya, je prends les milliards. Je ne vais pas le faire. Parce qu'en fait, je ne pourrais même plus vivre. Si tu me donnes les milliards et que je dis Paul Biya, je ne pourrais plus vivre. Pas parce que les milliards ne me donnent pas de nourriture. C'est que je suis quelqu'un qui est trop attaché aux choses simples de la vie. Ça veut dire, j'aime même balader. J'aime me balader, j'aime être d'accord avec les gens, j'aime être au milieu des gens, jouer au football parfois quand il faut un peu jouer, rire ici, faire la PlayStation, danser avec des amis ou bien monter, descendre. Quand j'ai déjà dit que BH est mauvais et que je viens encore dire que BH n'est pas mauvais, moi je ne pourrais pas d'accord. Je vais mourir seul. C'est pas vous qui allez me tuer. C'est que ma conscience va me condamner totalement. Donc je ne vais pas prendre ce genre de milliards. Mais je ne vais pas dire que comme je ne prends pas ce genre de milliards, tout le monde entier doit périr, doit souffrir. Tout le monde doit avoir les problèmes financiers comme moi. Ou alors nous avons tous nous devons tous aller au pays au même moment. Voilà l'idée. Nous devons tous combattre pour la même cause au même moment et la même façon. Voilà l'idée. Nous devons tous, c'est ça qu'ils appellent être soudés. C'est ça que beaucoup de combattants appellent être soudés. Être soudé pour beaucoup de combattants, c'est souffrir tous au même moment et manger tous au même moment. De la même façon. Aller tous au pays ou alors personne ne part au pays. Toute personne qui va aller au pays en laissant les autres combattants dans cette misère d'Europe et dans ce combat misérable, dans cette souffrance, aura trahi le combat. Parce que comment il réussit à entrer au pays? Il réussit ça comment? Il réussit à entrer au pays comment? Il doit sûrement dealer avec le régime. On ne voit pas que non, peut-être c'est qu'il est courageux. Elle est courageuse peut-être. Il est courageux peut-être. Moi, je n'ai pas le courage. Moi, vous me voyez là. Je ne vais pas au pays. Mais je ne néglige pas le courage de quelqu'un qui y est allé. C'est courageux de le faire. C'est le courage, la qualité de courage qui m'intéresse, ce n'est pas les personnes. C'est courageux, c'est énormément courageux de le faire. Et devant ce genre de qualité, on se courbe. Franklin Nyamsi est parti. Franklin Nyamsi a perdu ses parents, un de ses parents, et il est parti au Cameroun. Il a fait une vidéo dernièrement où il disait qu'il a contacté les avocats au Cameroun au cas où quelque chose lui arriverait. Il y avait Aliscom et il y avait Momo Dieu, Jean, c'est Dieu, Momo Jean de mort ou bien Momo Jean de Dieu, je sais pas, Jean du diable, un truc comme ça. Il pouvait rester et dire que le Cameroun n'est pas un état de droit, blablabla, et dire que non, il n'est pas, il a peur. Mais il a pris ce courage, il est parti. Il a pris des dispositions et il est parti. Et il est arrivé au Cameroun, il a enterré son parent et il est rentré. Il est rentré. Wilfried Siéwé
c'est ce que j'appelle dans les dictatures les malchances. Je veux dire que c'est des choses qui arrivent normalement dans les dictatures. Mais je vous ai déjà dit que même les dictatures ne sont pas toujours mauvaises. Ça veut dire qu'on ne peut pas être mauvais tout le temps. On ne peut pas être méchant tout le temps. Même les dictatures parfois font des concessions. Surtout les dictatures qui jouent le rôle d'être des démocraties. Parfois, elles font des concessions. Et si vous faites partie du moment, il y a coïncidence entre votre retour au Cameroun et le moment de concession, vous aurez l'impression qu'on a dealé. Non, on n'a pas dealé, forcément. C'est pas toujours vrai. Il est possible que le régime lui-même fasse des concessions avec lui-même. J'aimerais bien arrêter la personne si, mais la situation ne me permet pas. Parce que si j'arrête la personne, si ça va faire un tollé, des problèmes, là, pour le moment, je n'ai pas besoin de ces problèmes. Donc, je vais profiter de ça pour annoncer que la personne va rentrer, n'aura pas de problème, pour juste profiter de la situation. Pour juste profiter de la situation. Mais il y a des moments où tu pars au Cameroun, on t'attrape. Wilfried et Kanga étaient au Cameroun pendant les élections, virevoltant contre le régime de M. Biya. Encore jusqu'à aujourd'hui. Mais il était pendant les élections au Cameroun, il a fait toute la campagne, on l'a même nommé le tueur des, je ne sais pas quoi, le tueur des tueur des PC. Il est parti les rentrer. C'est du courage. C'est rare. C'est juste que c'est rare des personnes aussi courageuses. C'est rare. Et des situations où on ne menace pas les personnes, aussi dans les dictatures, c'est rare. Mais il y a les moments où on ne menace personne. Il y a les moments où les dictatures laissent du valve. Et vous, par chance, vous pouvez tomber entre ces moments-là et les gens ont l'impression que quelque chose s'est passé. Peut-être rien ne s'est passé. Peut-être. Le tueur des professeurs, voilà. Véronique Tino, le tueur des professeurs. Ce que nous ne savons pas, c'est juste quand est-ce que le régime a blessé les valves. C'est tout. Parce que si nous savions quand est-ce que le régime a baissé les gardes, je pense que beaucoup seraient rentrés, même pour faire un tour au Cameroun. Parce que c'est notre pays. C'est notre pays. Et courage donc à tous les combattants qui ont fait preuve d'énorme courage. À tous les Camerounais qui chaque jour, dans les rues de Yaoundé, de Douala, de machin, à Maurice, au président Maurice Kamto, à Benzongan, Fogué, Alain Fogué, et tous ces autres, Mamadou Mota, toutes ces personnes qui vivent dans cette dictature, mais continuent à exister. C'est un énorme courage. C'est un énorme courage. Ceux qui sont dans la diaspora, courage aussi à vous, qui avez le courage de partir affronter ces choses en face. Vous partez, peut-être on peut dealer, on peut vous proposer des deals. Mais c'est quand même le courage déjà d'affronter même les deals. Parce que tu ne sauras jamais si tu es même fort, si tu n'es même pas face à une tentation. Tu ne peux même pas savoir si tu es fort, si tu n'as jamais été face à une tentation. Il y a les gens qui pensent qu'ils sont très courageux ici, dans la diaspora, ils sont des grands combattants, alors qu'ils n'ont jamais été tentés. Il y a beaucoup de personnes là que si tu leur poses du million là maintenant, 1 million d'euros, 1 million de dollars, les personnes, vous ne les reconnaîtrez plus. Mais comme ça n'est pas encore arrivé, elles se considèrent comme très courageuses, très combattantes, très sûres d'elles. Elle se considère très très sûre d'elle. Moi, je suis pas sûr de moi comme ça. Tout ce quoi je me rassure, c'est que j'essaye de regarder quelle est la valeur des choses. Quelle est la valeur des choses pour moi? Est-ce que ça vaut le coup d'avoir 1 million d'euros, 2 millions d'euros, de francs CFA, 10 millions, 50 millions de francs CFA, et je ne peux plus regarder les gens en face.
Je suis un animal social. Pour moi, ce qui m'importe, c'est marcher la tête debout dans ma vie. Ce n'est pas si je ne mange pas. Ce n'est pas si je n'ai pas la voiture que l'autre a. Si je n'ai pas la maison que l'autre. Non, moi, c'est pas mes soucis. Honnêtement, moi, c'est pas mes soucis. C'est, est-ce que je suis capable d'être debout, de regarder quelqu'un comme ça, sans faire. Mais dès que tu as dealé, tu ne peux que faire comme. Tu baisses la tête. Et voilà pourquoi je ne peux pas donc prendre l'argent. Voilà mes raisons. Ce n'est pas que l'argent est mauvais. Ce n'est pas que l'argent est mauvais, non. Mais c'est que j'ai d'autres raisons qui sont fondées sur d'autres aspects pourquoi je ne peux pas dealer. Mais j'aime bien, si je fais un business, ça me rapporte 1 milliard, je joue à la loterie, j'ai gagné 20 millions, je fais une affaire, je vends un produit, je crée quelque chose, ah ouais, super! Vous allez voir les voitures que je vais conduire ici, dehors, vous n'allez même pas reconnaître. Mais ça sera le fruit de mon travail parce que je pourrais les conduire la tête haute. C'est la seule différence. C'est la seule différence. Donc, ce que je dis là aussi peut aider les personnes qui pensent qu'elles peuvent aller dealer au Cameroun avec le régime ou bien qu'elles peuvent dealer avec le régime ici. Parce que pour dealer avec le régime, tu n'as pas forcément pas besoin de partir au Cameroun. Parfois j'apprends que Messangan Niani traîne quelque part ici avec des mallettes d'argent. Donc le Cameroun peut te trouver ici. Partir au Cameroun ne veut pas forcément dire qu'on a dealé avec le régime. Parce que le régime peut te trouver ici. Et il te passe le deal. Donc, c'est vous dire que même quand vous serez présent face à des deals avec le régime, posez-vous la question, est-ce que vous pourriez encore vivre? Est-ce que vous pourriez encore marcher? Est-ce que vous pourriez encore regarder les gens en face? Est-ce que vous pourriez encore rire ou sincèrement? Hein? Oui, ma soeur, maman, je sais. C'est une réalité qui est quotidienne chez beaucoup d'entre nous. Donc, est-ce que je pourrais encore regarder vos enfants en face? Vos enfants, vous voyez dire, Bobby, elle doit partir. Bobby, anke. Et puis un jour, vous dites à vos enfants, non, le pays, le régime, ce que tu vois là, c'est que c'est bien, en fait. Ils vont vous demander, maman, papa, pourquoi tu disais ça donc? Qu'est-ce qu'il y avait? Pourquoi tu as perdu dans ton temps à dire ça? Nous, on voulait aller jouer aux jeux vidéo avec toi. On voulait aller au cinéma avec toi. Ta femme va te demander que, mais pourquoi tu as donc passé tout ce temps à faire ça? On était ici, je vais te dire que viens sauter sur moi. Tu ne partais pas. Tu me disais que non, tu vas aller parler aux Camerounais sur le changement. Maintenant, on a perdu plusieurs années de changement. Et moi, on n'a même pas, non plus le changement, non plus on a fait l'amour. Mon Dieu. Tu as transformé notre vie en haine. Tu as transformé notre vie en haine. Les enfants ne t'aiment pas. Moi-même, je ne t'aime plus. Les Camerounais même ne t'aiment plus. Moi, sérieux, je peux pas vivre avec ça. Je peux pas. Je suis pas trop fort. Je suis pas fort à ce niveau. Vivre avec ce genre de culpabilité, non. C'est pour ça que je peux pas prendre l'argent. Vous pouvez me donner tout ce que vous voulez. Moi, ça m'intéresse pas. Je veux gagner ma vie et je veux bien la gagner. Pas seulement moi. Je veux aussi que mon petit frère, ma petite sœur, que mes parents gagnent leur vie sans dépendre de moi. C'est pour ça que je me bats ou bien je défends des causes comme la cause que nous défendons pour le Cameroun, la libération du Cameroun, l'instauration d'une réelle démocratie et d'un véritable état de droit. En fait, que personne ne se retrouve en train de mentir, que personne ne se retrouve en train de mentir pour survivre au Cameroun, que personne ne se retrouve en train de se trahir soi-même pour survivre au Cameroun, pour vivre au Cameroun, qu'aucun Camerounais ne soit menacé parce qu'il est en rentrant chez lui, qu'aucun Camerounais ne soit annoncé parce que tout le monde veut pas être des stars. Mais maintenant, on nous force à être des stars. On nous annonce lorsqu'on rentre dans nos pays. On annonce, oui, vous pouvez rentrer. On part à TV5, à RFI, dit comment on va rentrer, on peut rentrer. Pourquoi Pourquoi? Non. Donc, c'est pour ça que nous nous battons. Merci à tous ceux qui m'ont suivi. Courage aussi à vous tous. Et prenez soin de votre courage. Prenons tous soin de notre courage. Laissons les tirs ciblés
contre une personne qui ne nous a rien fait de toute façon. Parce que si elle m'avait tapé, elle nous avait tapé physiquement, je pouvais comprendre. Mais elle ne nous a pas tapé. Elle a juste dit des mots. Et courage à nous tous. Beaucoup de courage. Merci.